je vais devenir PDG. Tu te rends compte, je passe d'une petite fourmi dans un atelier à PDG d'une société. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma marque. Donc je vais vous raconter l'histoire de ma boîte, comment ça s'est passé, comment l'atelier de Guillemette est né, parce que si vous venez tout juste d'arriver, ou alors même depuis ces 5 dernières années, vous ne savez pas qu'il y a pas mal de rebondissements dans l'atelier de Guillemette et j'aimerais pouvoir vous en parler aujourd'hui. L'histoire commence en 2014. Je suis à la fin d'un contrat chez Obad. Je ne savais pas si j'allais être reconduite ou pas, mais il y avait quand même de fortes chances pour que je ne sois pas reconduite parce que l'expérience était quand même très mal passée, notamment avec ma chef, qui était assez particulière, on va dire. Étant donné que ça passait pas du tout avec elle et que l'ambiance des ateliers c'est quelque chose d'assez particulier. D'ailleurs, si un jour vous voulez savoir mon expérience dans les ateliers, comment je l'ai vécu, etc., ou comment ça se passe, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous ferai une vidéo dessus. Ça faisait 5 ans que je travaillais dans les ateliers, donc je commençais à avoir fait quand même pas mal le tour. Et j'en avais vraiment ras-le-bol, en fait, de cette ambiance très copine qu'on peut avoir sur place. Et j'avais postulé notamment en interne pour être styliste junior, parce que je trouvais que ce boulot était... Je ne connaissais pas ce poste. On n'était pas seulement styliste, on était un peu le tampon entre les mécaniciennes modèles, donc celles qui sont sur la machine, et les stylistes. Donc complètement enjaillée par cette idée, j'avais postulé pour ce poste, je n'ai pas été prise. Ça a été très compliqué pour moi parce que je m'étais vraiment projetée dans ce poste et je trouvais que c'était super. Et finalement, bon, ça s'est pas fait. En parallèle, je donnais des cours de couture à des élèves en particulier et je reconnaissais qu'il y avait toujours cette problématique. On était souvent dans le salon avec les parents qui regardent la télé juste derrière ou avec les frères et sœurs qui font leurs devoirs ou qui passent. C'était toujours très compliqué d'avoir une heure pleine où on pouvait donner un cours correctement. On était en permanence interrompu et j'avais vu ce cas de figure se reproduire plusieurs fois. Et je m'étais dit, mais la solution, ce serait d'avoir un espace dans lequel on peut coudre comme on en a envie, et on aurait toutes les machines sur place, et puis on peut juste déposer son projet, limite le mettre dans un casier, et revenir tous les jours où on veut pour réutiliser les machines et continuer son projet. Et puis entre-temps, j'ai une amie, qui était ma voisine à l'époque, qui me montre un flyers de la ville de Montrouge, où j'habitais initialement, qui faisait un appel à projet. C'était la première année qu'il le faisait. C'était un appel à projet, on pouvait déposer notre projet, il y avait 3 catégories différentes, et ensuite il y avait un jury d'experts qui analysait et qui nous faisait passer les différentes étapes. Au début, franchement, elle m'a présenté ça, je me suis dit, mais ok, pourquoi elle me montre ça? Sincèrement, j'avais même pas compris la démarche de me montrer ce panneau publicitaire qui était dans notre ville. Et puis, bon, je me suis pas trop pris la tête. Et puis, ça, c'était le mardi. Et en fait, elle a vraiment bien fait parce que le jeudi, toute la journée, j'ai commencé à cogiter. Ah bah tiens, j'aimerais bien ouvrir une sorte d'atelier, etc. Donc le projet que je vous présentais, j'ai commencé à réfléchir dessus. J'en ai parlé à une autre amie qui travaillait chez Obad avec moi et qui me dit bah ouais, franchement, ça peut être intéressant, etc. Bon, ça en reste là. Je télécharge le dossier, je commence à le remplir et je me rends compte que c'est un peu compliqué parce que ça aborde plein de choses que je ne connais pas, des business plans, plein de choses en fait dont je n'ai absolument pas connaissance puisque ce ne sont pas du tout mes études. Donc, il nous posait une série de questions et j'ai commencé à répondre simplement aux questions. Et c'est là où la façon dont ils l'ont fait était très bien, parce qu'en fait, au lieu de nous dire déposer un business plan pour des gens qui n'y connaissent rien et qui sont absolument profane de ce milieu-là, je me serais freinée et je me serais dit, bah non, mais c'est terminé, je ne vais pas déposer mon projet. Or, là, il nous posait des questions qui amenaient à construire un business plan in fine, mais on s'en rendait pas. Donc, j'ai commencé à répondre à ces questions, et puis j'ai commencé à parler de ce projet autour de moi, et puis j'en ai tellement parlé, je me suis rendu compte que ça me tenait vraiment à cœur, que je me sentais vraiment bien, en fait, à en parler, et que j'aimais aussi cette posture de créer un projet, et que j'en avais tellement parlé que j'avais plus le choix de déposer le dossier. Parce que, inconsciemment, hein, c'est nos propres limites, et je me suis dit, mais t'en as tellement parlé que comment tu vas faire quand à Noël tu vas te retrouver face à tous les membres de ta famille qui vont te dire alors, du coup, ton projet, qu'est-ce que t'as fait? Et que je dis que j'ai abandonné, dans ma tête, c'était impossible. À cette époque, nous sommes en 2014, donc j'ai 24 ans. Je dépose donc le projet, je crois, j'ai bossé dessus le vendredi soir, c'était à minuit, il fallait le rendre. C'était le 14 novembre, j'ai encore toutes les dates en tête tellement c'était fort pour moi à ce moment-là. Et je dépose le dossier vraiment, mais à la dernière minute, ma grande sœur
a tout corrigé, m'avait refait les phrases, elle avait fait un super boulot, j'étais impressionnée, j'ai tellement bien fait de lui envoyer. Et il s'avère que je ne sais plus combien de temps plus tard, je suis contactée pour passer les oraux. Donc là, la grosse panique, je pose une journée de congé, je vais à cet oral faire la présentation devant des élus de la ville de Montrouge et des acteurs des entreprises de la ville de Montrouge. Par chance, nous sommes en automne, donc j'ai un col roulé jusqu'ici pour pas montrer que je stresse. J'avais bien répété ma présentation, mais j'avais jamais eu à faire des présentations, à l'exception de 5 ans plus tôt, quand j'ai passé mes différentes études. Donc je stresse, mais après plusieurs années de théâtre, je reconnais que j'arrive un peu à cacher mon stress. On me pose des questions et je vous rappelle que ce sont des chefs d'entreprise qui me posent des questions sur un projet qui, moi, est né, mais un mois plus tôt, même pas, dans ma tête, et puis où je me disais, de toute façon, ça marchera jamais. Je m'étais dit, ça marchera pas, donc lance-le, parce que tu sais que tu vas être... Mais je jouais le jeu. L'entretien se passe très bien, on me pose des questions, je me laisse pas se déstabiliser, je rigole même avec le maire adjoint, j'arrive à faire quelques blagues pour me détendre, moi, surtout, et puis ça se passe très bien, et j'attends, on me dit, ok, bah, vous aurez le résultat le jour de la remise. Et il s'avère que mon contrat avec Obad se termine. On m'annonce que je ne serai pas reprise sans surprise. Donc le vendredi, je récupère mes petits cartons avec toutes mes affaires et je pars. Le mardi, nous sommes le 8 décembre, et ce jour-là, il y a la remise des prix, et donc j'y vais avec 2 amies, dont l'une des deux m'avait validé de lancer ce projet. Donc je vais à la remise des prix, et puis on annonce le premier gagnant dans une catégorie. Il s'avère que c'était pas la catégorie pour laquelle j'avais postulé, donc lorsque mon nom est prononcé, je ne réalise pas du tout que c'est moi, et ce sont mes 2 copines qui me poussent et qui y mettent, parce que moi j'étais vraiment tellement dans l'émotion, en train de stresser, que pour moi c'était pas possible que ce soit moi, parce que c'était pas ma catégorie. Et là je me rends compte qu'en fait ils m'ont changé de catégorie, et je vois mon prénom apparaître, et je me retrouve à aller faire un discours, alors que j'étais convaincue que j'allais pas réussir. Donc la soirée se passe très bien, je rentre, j'apprends à toute ma famille, et l'émotion me revient un peu, que j'ai gagné, et je me revois parfaitement sur le chemin, même dire à ma petite sœur, je crois, je vais devenir PDG. Tu te rends compte, je passe d'une petite fourmi dans un atelier à PDG d'une société. Mais je savais très bien que je serais pas PDG, mais c'est-à-dire que c'était tellement un tremplin, et je l'avais jamais imaginé, que ça faisait 2 mois que j'avais eu cette idée qui avait germé, peut-être 1 mois et demi, et finalement je me retrouvais là à avoir gagné. Et arrive le moment de doute et où on stresse, parce qu'on se dit ok super, mais maintenant je fais quoi? Et donc j'ai tellement stressé que je me suis dit, mais en fait, est-ce que cette idée elle te plaît vraiment? Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Et je reconnais que je me suis retrouvée un peu dans un moment de flottement à me dire, mais c'est quoi la suite? Et puis en fait, c'est quoi monter sa boîte? Je sais pas du tout. Je dirais pas que j'ai été super bien accompagnée, mais je dirais que j'ai globalement eu de la chance, contrairement à d'autres, parce que j'étais complètement novice et je me suis retrouvée avec des personnes qui connaissaient beaucoup de choses. Et ça a été à double tranchant. Très favorable, parce que forcément, on m'a appris énormément de choses et j'ai tout accumulé d'un coup. J'ai eu beaucoup de ressources, j'avais l'avantage d'avoir déjà une banque qui me suivait avant même d'avoir monté mon projet, ce qui est quand même incroyable d'être parrainée par une banque. Et d'ailleurs, ma conseillère était absolument adorable, elle m'a expliqué énormément de choses, enfin vraiment, j'ai eu énormément de chance sur ce coup-là. Mais là où c'était défavorable, c'était qu'en fait, c'était des personnes qui parlaient dans leur jargon, que je ne connaissais rien, et qu'on me disait il faut faire une étude de marché. Ouais, mais alors à cette époque, je peux vous dire qu'en 2014, faire une étude de marché, je savais pas du tout ce que c'était, je savais pas ce qu'il fallait regarder exactement, alors on me dit faut faire un sondage. Oui, mais un sondage comment? Enfin, vous doutez que c'est compliqué. Et il n'y a pas autant de ressources à l'époque qu'il y en a aujourd'hui sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, vous tapez études de marché, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, vous avez toutes les ressources nécessaires. À l'époque, sur la création d'entreprise, c'est quand même... c'est très vieux jeu, les sites. Je demandais de faire des SWOT, j'étais là, mais qu'est-ce qu'un SWOT? Puis je comprenais pas, en fait, j'arrivais pas à le faire. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, c'était super. J'ai commencé à monter ce projet, sauf que le hic, c'est qu'en fait, à côté, j'avais pas trop d'argent et que mon pôle emploi, je crois, s'étalait sur 3 mois. Donc c'était de plus en plus urgent pour moi de trouver de l'argent, parce que sinon, sans argent, dans tous les cas, le projet pouvait pas se monter. J'ai donc décidé de prendre un emploi à côté, et j'ai même, à cette époque, cumulé 3 emplois. Je travaillais chez McDo pendant 5 jours consécutifs, et les 2 jours restants, j'étais embauchée en intérim pour une boîte que je connaissais pour faire de la démonstration d'objets de cuisine design. Une marque que vous connaissez sans aucun doute. Là où c'est super, c'est qu'en fait, quand on est dans une énergie de travail et qu'on ne s'épuise pas, à part quand je finissais à 23h,
et où j'étais chez moi à minuit et quart, je me couchais pas non plus bien tard et je pouvais dans tous les cas peut-être faire une grasse mat le lendemain. Donc j'étais pas non plus épuisée. Donc pendant ces plages horaires, j'arrivais à travailler sur ma boîte. Et puis je vous le rappelle, à cette époque j'avais 24 ans, j'approchais de mes 25 ans. Donc l'énergie, j'en avais, surtout que je faisais quelque chose qui me plaisait, c'est-à-dire que je créais en permanence, puisque monter une boîte c'est créer. Au départ, c'est que de la création. Donc j'ai cumulé comme ça 2 emplois et le reste du temps je montais ma boîte. Et ça a été un peu tumultueux parce que c'était très difficile de trouver un local, sachant que je devais absolument le faire sur Montrouge, puisque c'était la ville de Montrouge qui m'avait obtenu une partie du financement, enfin j'avais reçu 1000 € je crois, 1200 €. C'était la ville de Montrouge, enfin des acteurs de la ville de Montrouge qui me suivaient, donc je devais forcément le faire à Montrouge. C'est très compliqué. La ville de Montrouge est intervenue pour me trouver un local 8 mois plus tard, m'a trouvé un local où j'ai pu m'installer pour y faire mon atelier. Donc, le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire, je peux vous dire que tout ça, il y a 1 an. C'est-à-dire que toute l'année 2015, il passe. Et on arrive le début janvier 2016, j'ai les clés de mon local, qui est dans un état absolument pitoyable, mais alors vraiment pitoyable, parce que vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas fait l'effort, les bailleurs sociaux, de me donner les clés en bonne et due forme. Au moment de la signature de contrat, bon, on n'est pas là pour bitcher sur les gens, donc je vais rester très factuelle, mais j'ai signé un contrat qui aurait dû être modifié, qui avait été vu avec des élus notamment, qui aurait dû être modifié en ma faveur, mais qui en réalité n'a jamais été modifié. Donc je me suis retrouvée à signer le jour où on m'a appelé le matin même en lui disant « mais vous signez cet après-midi à 14 h » et je me souviens, j'étais au Leroy Merlin en train d'acheter de la peinture, j'étais pleine de peinture, j'étais en jogging, je suis arrivée et il y avait à ce moment-là, mais alors toute la Smala qui était là pour signer ce contrat, et le photographe de la ville pour le journal de la ville de Montrouge, et je me retrouvais avec toutes des personnes qui étaient habillées en costume, et j'ai été prise en photo comme ça, on m'a offert une bouteille de champagne, un bouquet de fleurs, il y avait les 3 contrats qui étaient installés, et au moment où j'étais en train de regarder les contrats, je me rends compte que les clauses n'ont pas été changées et je me retrouve à signer parce qu'à cette époque, j'ai 25 ans. Je n'ai pas le même caractère qu'aujourd'hui. Donc je signe ce contrat devant le bailleur social qui devait certainement être très content. J'ouvre 4 mois plus tard, j'ouvre le 26 avril. Donc là, on y est. C'était il y a 8 ans. Les portes de mon atelier. Entre deux, j'ai cravaché pour faire tous les travaux, tout remettre en œuvre. J'ai ma famille et des amis qui sont venus m'aider, qui ont été fantastiques pour tout remettre. Mon père m'a fait un bureau avec une base de vieille machine à coudre Singer. Ma mère m'a aidé à poser le lino. C'était épuisant, j'étais éreintée, mais au moins j'avais un bon socle amical et familial autour de moi, et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix, surtout quand on se donne corps et âme dans un projet. On arrive le 26 avril et ce jour-là arrive le moment où je dois ouvrir pour la première fois en étant dans cette boutique. Je dois ouvrir au monde. Et je peux vous dire que ce moment-là, c'est un moment qui est important parce qu'on se dit qui va rentrer, est-ce que je suis rodée, est-ce que c'est ok? Et ça a été une source de stress énorme pour moi parce que je me suis, à ce moment-là, je me souviens que quand j'ai ouvert ce rideau métallique, en fait j'ai eu une angoisse, et j'étais totalement seule, mais j'ai eu une angoisse de me dire, en fait, t'es pas capable. Dans quoi tu t'es embarqué? Et c'était des pensées que j'avais eues toutes les semaines, je pense au moins 2 mois avant, j'avais des ruminations où je me disais, mais dans quoi, Guillemette, tu t'es embarqué? Est-ce que vraiment ça te plaît de donner des cours de couture? Tu vas donner des cours de couture aux gens, mais finalement, est-ce que t'aimes ça? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Et le problème, c'est qu'intérieurement, la réponse que j'avais, c'était non. Donc ça me faisait peur, je l'ai mise de côté pendant longtemps, en me disant que de toute façon c'était lancé, je pouvais décevoir personne. Vous imaginez, tout le monde m'a aidé, c'était impossible pour moi de pas le faire. Et j'ai bien fait. Donc j'ouvre, j'ai les premières personnes qui rentrent dans mon atelier, j'ai un petit texto à ma famille pour leur dire ça y est, j'ai des personnes et tout. Je crois même que j'avais pris une photo avec elles parce que c'était hyper important pour moi. Et donc s'ensuit ensuite 4 années dans ce local où j'ai rencontré énormément de monde et où j'ai pris à la fois un plaisir fou à exercer mon métier et à transmettre ma passion pour la couture, parce qu'on n'était pas du tout dans la lingerie. D'ailleurs, j'avais décidé de faire complètement une cassure avec la lingerie parce que je pouvais plus voir mon ancien métier et tout ce que j'avais fait, et qu'en fait je me suis rendu compte que ce que les gens venaient chercher en demandant des cours de couture, même si je n'avais jamais fait plein de choses qu'ils me demandaient, en fait, avec toute l'expérience que j'avais accumulée, c'était complètement faisable. La seule fois où j'ai paniqué, c'est quand il y a un petit garçon qui avait 9 ans à l'époque, qui me dit « La semaine prochaine, je vais faire une trousse ». Et où je me suis dit « Je n'ai jamais monté de fermeture à glissière », parce qu'en fait, j'ai toujours évité de monter des fermetures à glissière, et qu'en lingerie, en plus, comme tout est élastique, vous n'avez pas besoin de ça. Et là, en fait, j'ai paniqué, je me suis dit « Bon, tout le monde va se rendre compte qu'en fait, je suis nulle. En gros, vous remettez votre légitimité en question, et moi, je ne fais que ça. Donc maintenant, je me soigne là-dessus, mais je n'ai fait que ça, remettre ma légitimité en question. J'avais un énorme syndrome de l'imposteur, que tout le monde allait découvrir, que finalement, j'étais nulle en couture, alors que
Je savais vous faire un soutien-gorge en 2h30. Je savais faire des choses que la plupart des gens ne savaient pas faire à ce moment-là. Mais j'avais ce sentiment, n'ayant pas eu un diplôme de professeur de couture, que je n'étais absolument pas légitime pour faire ça. Le fait est que pendant 4 ans, j'avais des cours quasiment tous les jours de 10h à 19h. C'était plein à craquer, donc en réalité, je pense que je faisais quand même bien mon travail. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir ce que c'est les patrons de couture. Alors, je savais ce que c'était qu'un patron, parce que j'en utilisais, mais qu'il y avait des personnes qui vendaient des patrons de couture pour d'autres personnes qui voulaient les monter. Mais alors ça, moi, je ne connaissais, mais alors absolument pas. Et je me suis dit, mais il y a des personnes qui ne sont pas des profs de couture, ou des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le domaine de la couture, qui font des patrons et qui les vendent à des gens. Mais je peux vous dire que sur le coup, ma première réaction, ça a été ça. Quand je vous dis que je remets ma légitimité en jeu à chaque fois, c'est-à-dire que là, je me disais, mais vraiment des gens qui achètent alors que ces gens n'ont pas travaillé en industrie. Parce que moi, je viens du monde de l'industrie. Donc pour moi, quand on était couturière, c'était notre métier. Et si on vendait des patrons, c'est qu'on avait potentiellement, sinon, été couturière ou, enfin, surtout modéliste, en fait. Pour moi, ça allait de pair, puisque je venais de ce milieu-là. Donc on pouvait pas, pour moi, on peut pas vendre des tutoriels de menuiserie si, finalement, notre travail, c'est la banque. Vous voyez, à cette époque-là, j'étais un peu plus, je pense, fermée. Je mettais les choses dans des cases, voilà. Ça, c'est une belle case, tu rentres dans cette case, et puis pouf, t'en sors plus. Et donc j'ai été assez étonnée, et il faut dire qu'à cette époque, il y avait aussi des patrons qui étaient très très mauvais, très très mal expliqués. On n'est pas sur la qualité qu'on peut retrouver aujourd'hui, donc en fait je voyais passer des choses qui étaient très compliquées, c'est-à-dire que même Burda semblait simple à côté. Pour vous dire, tous ceux qui connaissent les Burda, vous savez très bien de quoi je parle. Et j'ai commencé donc à décrypter un peu tous les patrons, et puis à force de me faire un réseau de nanas qui venaient coudre dans mon atelier, beaucoup m'ont proposé de faire un patron de culotte parce qu'elles avaient très envie de faire de la lingerie, donc forcément, au fur et à mesure, j'ai dit oui, je me suis mise à faire des patrons, à faire des ateliers, les ateliers ont assez bien marché, voire même très bien marché. Et on m'a dit, mais tu devrais proposer tes patrons. Non, moi ça me semblait trop compliqué. Puis elle m'a dit, mais si, mais au pire tu les vends dans ta boutique. Donc j'ai commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs, les pochettes, comment ils faisaient, etc. Et puis j'avais l'avantage d'avoir un conjoint qui était développeur, donc qui pouvait m'aider éventuellement pour mon site internet et m'aider à proposer de la vente sur mon site internet, alors qu'initialement c'était juste un site vitrine que j'avais. Et je me suis retrouvée à proposer mes propres patrons. Le premier patron, c'est le modèle Jacqueline, en l'honneur de ma grand-mère, qui m'avait hébergé déjà une ou deux fois, qui m'avait déjà hébergé 2 fois avant que je monte ma boîte. Et je me souviens de mon père qui m'avait dit qu'il y avait une marque de joaillerie qui avait lancé un bracelet, je crois, ou une bague, je sais plus, qui s'appelait Simone, et qui m'a dit ça cartonne parce que c'est un vieux prénom, donc vas-y, go, Jacqueline, c'est parfait. Ça rendait hommage à ma grand-mère, et en plus, ça rentrait un peu cette tendance des vieux prénoms. Sachant que toutes les machines à coudre que j'avais dans mon atelier avaient tout un prénom, parce que comme il y en avait beaucoup qui se ressemblaient, pour savoir un peu où on se mettait, j'avais donné le prénom de membres de ma famille et de personnes qui m'avaient beaucoup aidé pour ma société. Donc je me retrouve à créer mes patrons, et à les mettre dans ma boutique, et ensuite à les mettre au format PDF sur mon site internet. Puis ça commence à prendre, donc on a Jacqueline, on a Alfred, on a Edmond, je commence à faire les livrets, je commence à me prendre de passion pour ça, et à me dire ok, je vais commencer à en lancer d'autres. Donc l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une énorme table de coupe professionnelle pour moi tous les jours, et que je peux créer mes patrons, et que j'ai directement la clientèle qui vient chez moi. Autant vous dire que si j'avais dû faire du marketing, j'aurais trouvé cette idée fantastique. Sauf qu'en fait, là, ça s'est fait de manière complètement fortuite, puisque c'est les clientes elles-mêmes qui m'ont amené à créer mes patrons. Donc, voilà, pendant 4 belles années, je me retrouve à donner des cours de couture, à créer ma marque de patron. Arrive le 10 janvier 2019, où je reçois une lettre de mise en demeure parce que il y a des loyers impayés, des choses que je dois. Sauf qu'il s'avère que j'ai toujours payé mes loyers. Au bout de 4 ans, ils se sont rendus compte que j'avais pas payé de mon bailleur social, sachant qu'il était à 2 rues, mais qu'en fait, vous vous souvenez de ce fameux contrat-là? Il y avait plein de choses qui devaient être faites, et notamment, il devait être inscrit le fait qu'on m'offre les dépôts de garantie. Donc, il s'élevait, je crois, à 7 500 €. Il était offert parce qu'en fait, on me demandait un dépôt de garantie au mois de janvier pour un local que j'avais toujours pas ouvert. Et il y avait eu pas mal de soucis, je vais faire un gros raccourci aussi, on va pas rentrer dans les détails tout de suite, mais il y avait eu pas mal de soucis, puisqu'au départ, on devait me faire payer trimestriellement. En fait, on me faisait payer mensuellement, mais même pas le bon montant, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était cohérent. D'ailleurs, ça a été absolument terrible quand avec ma banquière, on avait repris tous nos quittances de loyer, et ben on s'était rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien qui allait, on n'arrivait jamais à retomber sur nos pattes sur les montants. En fait, si vous faisiez la somme de tout ce que je devais, on n'arrivait pas à la somme qui était en bas. Et donc je me retrouve avec une dette qui est quand même assez conséquente, et on me dit bah voilà, mise en demeure, vous devez les régler. Sauf qu'en fait je peux pas les régler, et je comprends un peu
que en fait le bailleur social voudrait récupérer le local parce qu'il voudrait mettre quelqu'un à la place, mais que, étant donné qu'ils ont 3 mois de préavis, c'était trop tard parce que, je vous rappelle qu'on est le 10 janvier et que on était reparti pour un bail et il m'avait pas donné de préavis, donc s'il voulait que je parte rapidement, la seule chose à faire, c'était dans tous les cas que je liquide ma boîte. Et c'est ce que je me retrouve à faire. Je me retrouve donc à aller au tribunal à cette époque-là, donc j'ai 28 ans, et je me retrouve à aller au tribunal, donc là j'ai des amis et gros bisous à papa et maman ours, on va les appeler comme ça, pour leur soutien à ce moment-là, parce que ce jour-là j'ai vraiment cru que mon monde s'effondrait, en fait quand j'ai lu cette lettre j'ai cru que j'allais m'évanouir. Merci pour le soutien énormément pour ce moment-là, et à partir de ce moment-là en fait j'ai compris que du coup la seule solution c'était de liquider la société. Il y en avait beaucoup qui me disaient, notamment des mentors qui me disaient « Ah mais c'est super que tu vendes, mais c'est très bien, arrête, aujourd'hui de toute manière t'es embauchable, tu peux faire tellement de métiers différents qu'aujourd'hui t'es embauchable partout. » Alors oui, dans l'idée, j'ai acquis beaucoup de compétences, mais je peux vous dire que vous n'êtes pas embauchable partout parce que les gens ça leur fait peur quand vous avez monté votre boîte et que vous postulez pour du salariat, ça les fait flipper. Donc pour ça il faut déjà que j'ai une confrontation avec l'avocat du bailleur social. Imaginez que je me retrouve au tribunal contre l'avocat du bailleur social, vous en menez pas large, et que visiblement ce que j'ai appris, alors on pourra me contredire et je l'accepterai, visiblement vous n'avez pas le droit de plaider coupable, vous êtes obligé de vous défendre. Donc j'avais un ami avocat qui m'avait fait une défense où je devais dire ah bah non, en gros le dossier était pas solide puisque de toute manière c'était un bailleur social. Finalement je vous cache pas que avec tout le monde derrière, je suis allée au truc, je me suis pas défendue, j'avais une avocate qui était en face de moi qui était en train de dire à tout le monde vous avez pas payé, j'ai dit oui, elle m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire, j'ai dit bah j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour liquider ma boîte, ah bah super, bon, on attend la réponse. Donc si on acceptait que je liquide ma boîte, en fait, la dette potentiellement était effacée. Si je ne liquidais pas ma boîte, je devais rembourser tout cet argent. Il y a des gens, des fois, qui prennent des décisions qui peuvent clairement vous pourrir la vie. Et bien cette personne-là, ce responsable de bailleur social, m'a pourri la vie dans un certain sens. De l'autre côté, je vous cache pas que ça m'a rendu service. Parce que le bilan au bout de ces 4 ans, c'est que j'en pouvais plus. Dans cette histoire, j'avais laissé une relation de couple qui avait complètement giclé, parce qu'en fait, je gagnais absolument pas d'argent, parce que tout le monde me disait oui, c'est quand même cher, alors que, franchement, je peux vous le dire, j'étais vraiment pas chère. Mais pour certains, c'était trop par rapport à leur budget, ça je l'entends. On me disait que je travaillais pas assez tard parce que fermer à 19h, c'était pas pratique pour ceux qui quittaient le boulot à 19h. Mais bon, j'avais aussi envie d'avoir une vie. Que je travaillais du mardi au samedi et qu'en réalité, tout ce que je gagnais, je ne me versais pas un salaire. C'est-à-dire que pendant ces 3 années où j'ai ouvert en temps plein, je ne me suis jamais versé de salaire. Je n'ai aucune fiche de paye, aucune dividende, rien du tout. Je ne me suis jamais versé 1 euro avec ma société. Parce qu'en fait, je bossais pour distribuer ma TVA, pour distribuer à l'État aux impôts, pour payer mon loyer, pour payer toutes les charges de la boîte, pour payer quand j'avais des stagiaires, lorsque c'était des longs stages, la rémunération des stages, pour payer les fournitures, etc. Mais je ne gagnais pas 1 euro avec cette boîte. Et ça, je me permets de le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on a un commerce, c'est facile, on gagne de l'argent, etc. Pas du tout. Je peux vous dire que dans les premières années d'un commerce, à moins que vous ayez un système qui cartonne, c'est très très difficile de gagner de l'argent. Et ça, vraiment, on le soupçonne pas. C'est que être ouvert de 10h à 19h en temps plein, en permanence, ça veut dire qu'on accueille des gens de 10h à 19h. Donc, pendant toute cette période d'ouverture, les clients passent en priorité, ce qui semble normal. Mais vous vous doutez que lorsque vous ouvrez un commerce, si vous êtes le gérant, votre fonction n'est pas que de vendre. Elle est de voir pour les fournisseurs, donc de checker les fournisseurs, de checker les factures, de checker énormément de choses. Vous avez énormément de travail administratif à côté. Vous avez aussi toute la communication, parce qu'il faut quand même qu'on vous retrouve, qu'on vous connaisse. Sauf si vous êtes au départ, vous n'êtes pas visible, donc c'est super important qu'on puisse vous voir. Donc vous avez tous la partie publication, etc. Et pour ça, vous êtes obligé de le faire en dehors des horaires. Ou alors des fois, vous le faites pendant les horaires, et puis dès que vous avez une personne, vous êtes dans une tâche où vous êtes très concentré, et puis il y a quelqu'un qui passe le pas de la porte, qui arrive avec sa propre humeur, et des fois c'est pas toujours la bonne, et qui en fait va s'en prendre à vous, alors que vous êtes super concentré en train de faire votre déclaration de TVA, par exemple. Ou je ne sais quoi, ou vérifier la livraison que vous avez reçue, etc. Et ça, on le soupçonne pas du tout. Moi, depuis que je l'ai vécu, j'ai aussi travaillé longtemps en tant que vendeuse, je suis particulièrement indulgente avec les vendeurs et les responsables des commerces, parce que je sais ce que c'est quand on arrive dans un commerce. Des fois la personne elle n'est pas forcément tout à nous, et c'est normal en tant que client qu'on accepte aussi que le responsable ne soit pas tout à nous. Après, sur le spectre de l'amabilité, il y a de tout, hein, il y a 2 extrêmes et puis il y a plein de nuances au milieu. Mais voilà, je comprends toujours quand je vois quelqu'un qui est occupé en train de faire des papiers, j'attends un petit moment. Si je vois qu'il en profite, je me permets d'interrompre, mais sinon,
j'ai cette tendance parce que je l'ai vécu de l'autre côté. Quand vous êtes dérangé toutes les 5 minutes, et des fois c'est pour des questions, est-ce que vous savez s'il y a une pharmacie au bout de la rue? Et qu'en fait vous êtes en train de faire un travail qui vous demande beaucoup de concentration, bah, c'est compliqué. Donc vous le faites en dehors des heures d'ouverture, ce qui fait que pour ma part, je commençais le travail à 8h30 le matin, je fermais le temps de tout clôturer à 19h30 le soir, j'avais entre 1h et 1h30 de pause, mais souvent on en profite pour travailler pendant ces moments-là aussi, et donc forcément au bout de 3 ans et demi, j'étais claquée, je partais jamais en vacances, j'avais aucun week-end avec mon conjoint. Au bout de ces 3 ans et demi, j'en pouvais plus, et je vous cache pas qu'aussi les clients, j'en avais vraiment marre, c'est très compliqué quand vous êtes toute la journée en train de parler avec des gens. En fait, le soir, vous avez envie de parler à plus personne. Et puis, vous vous frappez les humeurs de chacun. Donc, vous avez des personnes qui arrivent qui sont de mauvaise humeur, il y a des personnes qui sont angoissées, qui sont stressées. Et donc, quand elles arrivent, soit pour vous poser des questions, elles vous parlent mal alors que vous avez strictement rien demandé. Elles viennent, elles prennent, elles sont désagréables, elles font vraiment ce qu'elles ont à faire. Elles vous balancent des fois des réflexions à la figure, puis elles partent. Des fois, vous avez des gens qui sont pas très bien dans leur tête qui passent. Vous avez aussi des personnes sans abri qui viennent et puis qui en fait vont juste venir pour vous crier dessus. Mais ça, on ne soupçonne pas des fois quand on a des commerces. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, alors qu'on parle de la ville de Montrouge, mais de me faire crier dessus sans comprendre pourquoi. Et je me dis, mais j'ai rien fait, puis en fait après il faut faire sortir la personne, on sait jamais de quoi elle est capable, voilà, vous avez des personnes, moi je sais que dans d'autres commerces où j'ai travaillé aussi, il y a des personnes qui ont eu de l'intimidation lorsqu'elles étaient en train d'ouvrir leur caisse, parce que il y a aussi des filous qui passent et qui essayent qu'une seule chose, c'est vous arnaquer. Il y a des gens qui viennent clairement vous arnaquer de l'argent, il y a de tout. En fait, il y a de tout, quoi. Donc ça a été très compliqué, à la fois pour moi en termes de charge de travail, c'était plus possible, et à la fois les personnes, je pouvais vraiment plus les voir, et je me souviens même que lorsque du coup j'ai reçu cette lettre et que j'ai su que je devais liquider la société, et ben on était juste après Noël, et c'est là où je l'ai eu très mauvaise de la part du bailleur social, parce qu'il a fait ça au dernier moment, et s'il avait fait ça avant Noël, et ben j'aurais pas eu beaucoup de personnes qui payaient avec des cartes cadeaux. Parce qu'au bout de 3 ans, c'est le moment où le commerce il commence à vivre et à être connu. Notamment, j'étais sur les réseaux sociaux, il y avait des gens qui voulaient offrir des cartes cadeaux. Et des fois, j'ai des personnes qui ont offert 1 an de cours. C'est-à-dire que pendant la personne, elle avait le droit à, je crois, 40 heures de cours. Et là, j'apprends que tout va fermer. Mais du coup, la personne qui a payé, moi, je peux pas la rembourser, là. Parce qu'en fait, je peux pas rembourser toutes les personnes. Parce que j'ai plein de choses qui sont passées entre deux. J'ai ma TVA qui avait été faite. La TVA sur ce qui avait été payé, si je rembourse, on paye de la TVA pour rien. Parce qu'au mois de janvier, vous devez payer votre TVA. Et en fait, je me retrouvais à me dire, mais en fait, je peux pas, je vais jamais m'en sortir. Je peux pas rembourser tout le monde. Donc j'ai essayé de rembourser une bonne partie, mais c'était très compliqué. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai remboursé les dettes de cours de toutes les personnes. Donc je me suis retrouvée à donner des cours du lundi au samedi. J'arrivais au travail. Le matin, à l'idée d'y aller, j'avais envie de pleurer, quoi. J'avais plus envie de donner des cours. J'étais plus passionnée, j'avais plus envie de transmettre. En fait, je faisais ça à la chaîne. C'était pas intéressant. Et puis les gens avaient toujours des questions, ils voulaient toujours plus. Et moi, j'étais là, mais vous vous rendez pas compte, en fait, mon projet, il s'arrête dans 2 mois, c'est terminé. Le 28 février, j'avais rendez-vous pour la confrontation avec l'avocat. En fait, à partir du 28 février, moi, ça n'existait plus du tout à ma société. Donc, il fallait que je fasse tout avant, mais j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? À cette époque, je vivais chez ma grand-mère parce que je ne touchais plus d'argent, c'est-à-dire que je touchais même plus le RSA, je crois. Je ne touchais tellement plus d'argent qu'en fait, ça m'avait complètement plumé et que j'avais pas les moyens de vivre sur Paris. Donc, je vivais chez ma grand-mère à Gentilly. Et je me retrouvais, j'avais plus de vie sociale parce que j'avais pas les moyens de sortir, j'avais plus de conjoint parce que j'avais fait valser ça, j'avais plus de travail, et je me suis retrouvée du jour au lendemain, j'avais plus d'appartement, plus de vie amoureuse, plus de vie amicale, j'avais encore par chance une vie familiale, et plus de travail. Et je me suis sentie larguée et complètement anéantie par tout ça, ça a été énormément de stress. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon en fait t'as une vie à recréer, et j'ai retrouvé une copine qui m'a dit viens on va faire du woofing, et j'avais vu qu'on pouvait faire du woofing en Corse, et comme j'étais pas partie en vacances depuis tellement longtemps, je me suis dit mais trop bien, je vais aller travailler dans une ferme en Corse, ça va être super. Donc une fois que toutes ces parties-là sont passées, qu'on a déménagé le peu qui m'appartenait et que le reste a été donné à un commissaire-priseur, que les liquidateurs a commencé à faire son boulot, moi j'avais plus rien à faire, allez hop, zou, je me suis dit je vais faire du woofing avec une copine, donc je suis partie pendant 2 mois. On est parti en premier dans la Drôme, dans un gîte éco-responsable, où on a travaillé sur des potagers, plein de choses, etc. Et de là, on a trouvé comment faire de l'apiculture en Corse, donc on est parti en Corse, et pour aller en Corse, nous sommes passés par Marseille, où j'avais 3 amis qui habitaient. On en a revu un, voilà, on a repris contact, on était tous initialement de la même ville, et puis nous, on a pris le bateau pour partir en Corse, et alors là, j'ai vécu en Corse, ça a été super. L'apiculture, c'était super, la nana était odieuse, l'endroit où on vivait, c'était une caravane avec plein d'araignées dedans, c'était atroce pour moi, mais on a survécu, on est resté là-bas pendant 1 mois, mais par contre, c'était super parce qu'on était tout le temps dehors, c'était en plein mois d'avril, donc on était vraiment trop bien.
doit rentrer, ma copine me dit, écoute, moi, je veux bien rentrer, mais j'ai trouvé qu'il y avait du boulot à Marseille, et j'aimerais bien vivre à Marseille, mais je reste si tu restes. Ah, alors moi, sur le coup, je me suis dit, oui, mais je sais pas trop, moi, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Le 8 mai, nous rentrons à Marseille, nos amis nous hébergent, je découvre la ville de Marseille, je me dis mais en fait c'est super, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, c'est incroyable, etc. Et finalement je me retrouve à me dire mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et ma copine, le jour même où nous rentrons, passe 2 entretiens d'embauche, elle est prise pour ces 2 entretiens, elle visite 2 colocs et elle est prise dans les 2 colocs. Donc elle me dit, moi je reste si tu restes. Bon, je réfléchis, je remonte dans ma famille, je réfléchis et je me dis, mais en fait, là, depuis ces derniers mois, depuis que la liquidation est enclenchée, tu as toujours tes patrons format PDF qui sont vendus sur différentes plateformes et sur ton site internet. Tu gagnes, franchement à l'époque, je gagnais entre 250 et 300 euros par mois. Allez go, vas-y, lance une micro-entreprise et tu trouves un taf sur Marseille et tu te refais une nouvelle vie. De toute façon, tu peux pas aller vivre à Paris. Je me retrouve donc à monter une micro-entreprise en me disant que c'est peut-être ce que j'aurais dû faire au départ d'ailleurs et aller vivre sur Marseille. Ma copine m'héberge pendant un temps et je me retrouve à vendre des Birkenstock à Marseille, avec une nouvelle vie. Je trouve finalement par la suite un appartement et en fait je vis ma meilleure vie parce que je n'ai aucune responsabilité. Et si vous saviez le plaisir que ça peut être lorsque vous avez monté une boîte où vous aviez tellement de responsabilités que ça en devenait une source de stress et que ça vous empêchait de dormir. Moi j'ai commencé à faire des insomnies quand j'ai monté ma boîte, mais à ce moment-là je peux vous dire que c'était un plaisir de n'avoir absolument aucune responsabilité dans ma boîte, de juste venir, bosser et repartir. J'ai pu profiter de la ville, j'ai pu profiter de tout ce qu'elle avait à m'offrir, et c'était vraiment une vraie richesse. Et puis est arrivé le Covid, et pendant le Covid, pour vous dire la vérité, le week-end où Macron a annoncé qu'on allait retrouver tous confinés, ce week-end-là, il y avait une vente à 2 euros sur le site Makerisque. Ce week-end-là, j'ai gagné 900 euros en 3 jours. 900 euros. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un filon, il y a peut-être quelque chose à faire. J'avais un CDD qui venait tout juste de se reconduire. J'avais fait en sorte qu'il s'arrête au mois d'août parce que j'en pouvais plus de vendre des chaussures là-bas. Je me suis dit, très bien, je fais l'été, je suis en 39 heures, je mets de l'argent de côté, je me lance définitivement sur les patrons et l'atelier de Guillemette, puisque c'était une marque que j'avais déposée moi avec mon ancienne société. J'ai gardé l'atelier de Guillemette, je me suis dit, tout le travail que tu as fourni précédemment ne va pas être perdu, tu continues avec cette entité, et puis tu en fais qu'une marque de patron, ce ne sera plus un atelier. Et du coup, c'est ce qui s'est passé en septembre 2020. J'ai donc continué ma société à temps plein cette fois-ci, que dans le digital, et depuis l'atelier de Guillemette est mon activité à 100% du temps. Et on en arrive à aujourd'hui, où ça fait 8 ans que l'atelier de Guillemette existe, 8 ans qu'il y a eu énormément de fluctuations. Je vous cache pas que ces 2 dernières années, j'ai failli arrêter très souvent, je devais même arrêter là au mois de novembre, mais finalement j'ai décidé de continuer parce qu'il y a des choses qui me plaisent encore, mais ce qui pour moi est le plus difficile, c'est de vivre avec cette incertitude de ce que je vais gagner chaque mois, et ce qui fait que c'est très compliqué de se projeter et de se dire bon, je sais que je peux acheter un appartement parce que je sais que j'ai 1200 euros qui tombent tous les mois. Ne serait-ce que ça n'arrive pas dans mon cas et c'est le plus difficile. C'est ce que j'essaye de mettre en place, mais c'est encore très compliqué de trouver une stabilité à ce niveau-là. Voici toute l'histoire de l'atelier. Pourquoi j'étais à Montrouge et pourquoi je suis arrivée à Marseille. Franchement, c'est du pur hasard, mais vraiment. Je pense que si on avait pris le bateau à Toulon, on se serait peut-être installé à Toulon avec ma copine. Mais en tout cas, je regrette absolument pas parce que j'adorais Paris. Je savais que j'allais quitter Paris pour la mer. Je suis ravie de ne plus donner de cours de couture parce que quand c'est routinier, trop régulier, je ne prends absolument aucun plaisir. En revanche, j'adore les séjours couture parce que c'est un moment où pendant plusieurs jours, je suis avec des personnes que j'apprends à connaître, à vraiment connaître, et à qui je peux apprendre sur du long terme. C'est-à-dire que j'ai l'impression de venir, de déposer une valise avec tout mon savoir, de leur dire piochez ce que vous voulez dedans, et ensuite de repartir. Mais les personnes sont volontaires, elles viennent là pour ça, c'est un temps donné, elles ont l'énergie pour recevoir, et elles ne pensent plus forcément à leur quotidien. Et c'est ce que j'aime le plus lorsque je fais un séjour couture, c'est que les personnes sont ultra volontaires pour apprendre, alors que lorsque je donnais des cours de couture, dans mon atelier, comme je voyais des personnes, des fois je les ai suivies pendant 3 ans, donc quand je les vois tous les mardis midi à 13h30, je sais très bien que y a des fois elles ont leurs petits soucis, leurs petits trucs, elles ont pas forcément envie, elles sont pas très motivées, donc soit elles m'annulent et moi je me retrouve, en fait je suis annulée, je suis toujours ouverte mais je fais rien et je gagne pas d'argent, soit sinon elles viennent, mais pour certaines elles sont un peu maussades, et c'est vrai que moi qui suis très sensible, j'éponge énormément les émotions et c'est très compliqué de donner un cours à quelqu'un qui a vraiment pas envie, parce que si elle veut pas coudre, elle veut pas coudre, puis je vais pas les mettre
pistolet sur la tempe. Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir dans les séjours parce que quand je reviens, j'ai toujours le sourire. Vous savez tout sur l'histoire de l'atelier de Guillemette. J'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas s'il y a d'autres choses que vous voulez comme ça que je vous partage. C'est des vidéos qui sont moins éducatives, même pas du tout éducatives, qui sont beaucoup plus dans l'histoire, dans le relationnel. Donc n'hésitez pas à me répondre, et puis je vous souhaite une très belle journée.